Il me dit bon voilà ce qu'on va faire. C'est mon sketch. Je vais casser une planche. Donc ce que je vous explique les enfants, faut pas casser le poignet. Tout part du. Il t'explique. Il te disait ça. Mais tu devais flipper. Et l'autre, non, moi je fais rien. Il est là. Puis il était avec son neveu. Il dit tiens, tu tiens s'il te plaît Philippe. Tiens la planche. Donc l'autre il est comme ça. Et là, mec, écoute-moi, il se concentre, nous, on est comme ça, pareil, la gueule pleine de boutons, les cheveux gras, on est là. On regardait les kimonos. Moi, je faisais 1m80, je sais pas combien, j'étais déjà le kimono était trop petit, c'était un Bermuda. J'étais comme ça, et je vois le mec avec la planche, il prend la planche, il fait OK, il est là, il fait yes. Et à un moment, il prend la planche, il fait blessé. J'entends, il fait comme ça. Il met une patate, la planche ne bouge pas. Et il s'est fait tellement. Je le vois, il est tout blanc, il regarde, il regarde son neveu, il fait Philippe, tiens-moi. Les amis, bonjour à tous. On est trop contents aujourd'hui, on a le sourire. C'est notre premier humoriste, Arnaud Ducret. Ah bon? Il faut suivre un peu le planning de temps en temps, je sais qu'on tourne beaucoup. Et surtout, il aime l'automobile. Eh ben, il va nous en parler. Donc, on va aller le voir. Trêve bah, tu vois, il a déjà pris possession de l'ID Buzz. Il pleut, j'en profite pour la laver. Elle est belle. Ça va? Salut Arnaud. Merci beaucoup de t'avoir. C'est moi. Impressionnant. Ouais, c'est pour ça que vous avez pris une attends, on a honte. Nous, on est tout protégé de la pluie et tout. T'as rien. D'habitude, on le fait en polo, mais là, on a pris plus grand. C'est parce que c'est la production qui m'a dit d'enlever mon blouson en cuir, ça ne pouvait pas passer. Voilà, je suis en pull maintenant. Là. Et on est désolé parce que on a eu un petit souci dans notre parking. Ah bon? Ouais, on s'est fait bigner dans le parking. Et t'es le premier à... Voilà, on est... Avoir une voiture abîmée, tu veux dire? Ouais, exactement. Et c'est de notre faute. Bah, mettez ça sur mon dos, mettez ça sur moi, c'est pas grave. Dites que c'est de ma faute. Allez, on rentre, il fait tellement beau, tu vois. On va goûter à la clim. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien. Sans borne avec Arnaud Ducret. Clap. Et pour reprendre la conversation, t'imagines le mec qui dit j'ai vu Daniel Ducret, le mec reste dans son truc. Non, faut que tu te... Ah oui, il faut qu'on se tourne. Oui, pardon, on est vraiment dissipé. Retournez-vous me regarder. Oui, on arrête là, parce que là, on est vraiment dissipé. On est ailleurs. Voilà, c'est bon, c'est super, on la garde. Allez hop. Je te le donne, Oui. Voilà. Merci. Sinon, je vais éclater toutes les 2 minutes. Je sens que allez, on y va. Allez. Oh, t'es bien. Alors, j'aime beaucoup il a une position de conduite, c'est les... Voilà. Je suis obligé de faire attention. Ah oui. Là, je me dis... Là, tu sens bien la voiture. Voilà, j'ai quand même... Tu sais que j'ai tu la responsabilité. On est 4 à bord. Il a un vrai niveau. Ah bah oui, mais ça... Non, attends. Non. Ah bah super. Génial. Bon, toi, tu nous as dit que t'aimais pas la voiture. Oui. Ouais. Exactement. Donc, en parlant de voiture, première question. Ta première voiture? Ma première voiture que je ne sais pas décider parce que après mais oui, la première qui m'a marqué là, on va le dire, c'est Mazda MX-5. Ah, c'est pas mal pour une première voiture. Ah oui. Ouais, mais donc si tu veux, c'était ma première voiture que j'avais avec ma chérie de l'époque, Virginie. C'est-à-dire que vous l'aviez acheté à deux? On l'avait acheté tous les deux, ouais. On l'avait mis plus que moi, elle travaillait beaucoup plus. Et c'est toi qui la conduisais? Ouais. Ah, il n'a pas mis sa ceinture. Ah oui, mince, c'est vrai qu'en plus j'ai pas mis ma ceinture. Donc il aime vraiment les voitures parce qu'il a l'œil tout de suite, il sait. Ouais. Et en fait, ouais, voilà, c'était le Mazda MX-5 et c'était un vrai petit plaisir tout jeune d'avoir ça, quoi. Il paraît que tu as eu passé le permis dans des conditions un peu rocambolesques. C'est faux ou c'est vrai? Alors attends, qu'est-ce que tu entends par rocambolesque? Alors moi j'ai eu une info. Vas-y, dis-moi. Pour ne pas citer Lionel Robert qui travaille à Paris Match. Lionel qui est très bien. Et qui t'adore. Oui, il est super. Et il paraît qu'il nous a dit qu'il faut lui poser une question sur comment il a passé le permis. En fait. Donc nous on est disciplinés. Tu vois. Nous on est pas tes méchants, on nous dit faut y aller, on y va. Non, l'histoire en fait c'est que je passais mon permis et en fait la personne de l'auto-école, on est tombé amoureux. Donc, ah d'accord. Je suis tombé amoureux de cette fille. On est restés 7 ans ensemble. Ah oui, d'accord. Et si tu veux, c'est son pas mari de l'époque qui t'a fait passer. Donc m'a fait passer le permis. Et en me disant, je suis content, à mon avis tu vas l'avoir parce que tu te démerdes bien, quoi. Et en fait, il ne savait pas que l'histoire avait commencé vraiment. Et l'histoire avait commencé. Ouais. Et tu flippais ou pas? Tu te disais pendant, tu vois, disais... je flippais. En fait, non, parce que j'étais amoureux, quoi. Donc il n'y avait pas. Enfin, j'étais.
Bon, ça passait très vite, hein, mais j'étais un peu gêné parfois, quoi. Bah ouais, ça doit être tellement. Voilà. Quand il me disait, t'inquiète pas, tu vas l'avoir, je suis content, j'étais un peu, j'avais un peu. J'aime tellement ma femme. J'aime tellement, ouais. Ma femme et moi, on est très heureux. J'ai dit, bah, écoute, ta femme et moi, on est très heureux aussi. Non, mais bon, voilà. Après, de toute façon, ils allaient. Je dis pas pour me dédouaner, mais quoi qu'il en soit, si ça n'avait pas été moi, je serais parti parce que ça n'allait plus vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, écoute, donc cette histoire est assez drôle parce que j'ai eu le permis comme ça. Enfin, c'est une des histoires du permis. L'histoire parallèle de mon permis, c'est ça. Ce qui est au fait une sorte de joli souvenir de voiture. Ouais. 7 ans, ça compte dans une vie aussi. Ah, mais 7 ans, ça compte dans une vie. D'ailleurs, cette fille, elle a promis. C'est la. Et puis il y a un jeune âge, enfin. Ouais. 18 ou 20 ans. Ouais, moi j'étais beaucoup plus jeune, j'étais mineur. J'avais 16 ans, elle en avait 22. J'avais 16 ans, elle en avait 22. Okay. Mais j'ai toujours fait plus vieux que mon âge. D'accord. Je faisais à 14 ans, j'en faisais 18. 54 ans aujourd'hui, tu les fais bien. Et là, j'ai 27 ans. Mais non, et après, elle m'a payé mes premiers cours de théâtre. Enfin, tu vois, on s'est toujours suivi. D'ailleurs, après, on n'était plus ensemble, mais on s'appelle toujours. Vous avez gardé le contact. Ouais, totalement. Ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Ta voiture actuelle? Là, j'ai une Hyundai. Voilà. J'ai une Hyundai. Mais alors laquelle? Tu vois, c'est intéressant. Le Santa Fe, SUV Santa Fe. Parce que je suis en partenariat avec une Hyundai. Et donc qu'on embrasse. Voilà, qu'on embrasse. Et j'ai un Santa Fe Hyundai SUV qui est très pratique, qui est vraiment chouette et à conduire simple. C'est hybride et c'est superbe. Tu nous as évoqué un très joli souvenir automobile. Est-ce que tu as justement... Je te raconterai. Je vous raconterai. Bah, raconte-nous alors. Non, je vous raconterai. Ah, moi j'ai compris, en fait, c'est pour ça que j'ai rigolé, personne ne va comprendre, mais moi j'ai compris. Et ton pire souvenir? Est-ce que mon pire souvenir en tu as eu voiture? des vraies galères? Ouais. Des vraies galères en voiture? Mes pires souvenirs en voiture, qu'est-ce que je peux te raconter comme pire souvenir en voiture? Ah bah c'est quand je partais en vacances avec mes parents, ma mère entre autres. Quand je partais en vacances avec ma mère, c'est mes pires souvenirs de bagnole parce qu'elle avait récupéré la Renault 14 de son père. La poire. La poire, Ouais. Donc de mon grand-père. Et on partait à Caen, dans ce camping, tous les ans avec ma grand-mère. C'est ce truc très familial, c'était moins cher avec le CE de chez Renault. Tu vois, tout est une affaire de voiture. et tu vois, et elle récupère la R14 de son père, et on part, et on arrive au péage, elle descend la vitre qui ne se remonte jamais. Oh, sympa. Donc autant te dire qu'on est sur l'autoroute à 130. Donc comme les chiens, c'est qui mettent la 2 chevaux fait pas ce bruit-là. Et là, souvent, t'entends des rafales de vent. Et nous, on est derrière, on a les cheveux comme ça. Ma mère, on se parle. Mais un peu de musique, plus fort, j'entends pas derrière. Ça, c'est un souvenir avec la Renault 14. En partant en vacances. Et après, j'ai eu la R18. Renault R18. Le train arrière à 300 km de la maison pète. Oh là. Le roulement arrière, je ne sais plus quelle était, j'étais tout gamin, j'étais plus jeune, mais c'était, je crois, l'arbre à cam de la voiture, il y a eu un souci, et donc en panne, et pareil. Et pas d'accident, enfin ça a juste... Pas d'accident. Et même, je te raconte un autre truc avec cette Renault 18, parce que j'en ai plein des histoires, parce qu'à l'époque, tu sais, c'est pas comme maintenant, on n'avait pas les facilités de train, la voiture était vraiment le premier modèle de... Si tu n'en avais pas, c'était un handicap. Exactement. Tu pouvais pas la mobilité, c'était que la voiture. Exactement. Donc le train, très peu. Et on prenait la voiture, on mit les skis, tu sais, les skis pour aller à la montagne, au-dessus, avec... moi, je le voyais mettre les tondeurs. Mon beau-père, il accrochait ça avec des tondeurs. D'accord. Je disais, moi, tout gamin, du haut de mes 10 ans, je me disais... Ça va pas bien se passer. J'ai pas l'impression que l'histoire, elle va tenir. Et je me souviens, sur l'autoroute, il a freiné. Je te jure, le ski, ça s'est détendu, le ski est parti. Écoute-moi, je me souviens de ma mère qui me dit... ma maman qui se met à hurler dans la voiture. Et là, on voit le ski partir comme ça derrière, le mec derrière en voiture, je te dis pas la peur qu'il a eu. Et heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Ça a atterri sur la bande d'arrêt d'urgence et tout allait bien. Mais ça m'a fait très très peur. Tu sais, c'est comme dans les brosés fonds du ski, c'est passé. Tu sais pas si c'est ça de ma mère. Ah oui, c'est ça. Je vais improviser une question qui va sortir Cédric de sa question. Dis-moi. Je vais t'enlever la sauce. Hors Hyundai. Oui. Je te donne 100 000 euros, t'achètes quoi? Je te donne 50 000 euros, t'achètes quoi? Je te donne 150 000 euros, t'achètes quoi? Il faut que je te donne les 3 tarifs? Ouais. Tu me donnes 150 000 euros, j'achète quoi? Bah, j'aime bien la 458 Italia, donc elle est plus chère. Bon, on va dire que ça passe. Plus de 150 000 euros, c'est fait. Bon, la 458 Italia, ouais, c'est, okay. Je la trouve, elle est vraiment belle, quoi. Alors c'est bon, c'est un chantier en ville, tout ça, mais c'est là vraiment, c'est voiture magnifique. familiale par excellence. Ah oui, avec les skis au-dessus. Tu mets une remorque, hein, ça passe. Hein, ouais. 50 000.
Tu m'as dit combien? 50, 100 et 150. J'ai mis 150 là. Ouais, elle est à plus de 150, on est bon. Bon, ok, ouais, 150. Donc 100, et 100 autour et 50 autour. Bah, alors 50, qu'est-ce qu'on a en tarif de 50? En neuf, il n'y a plus énorme, tu me diras. Ouais. Oh, la Bentley. Alors j'aime bien la 50 en neuf? Bah non. D'occasion. Tu me la mets neuf, toi? Ah ouais, bah oui, je te mets. J'achète tout neuf. Ok, d'accord. Bon, bah 150 là. La Bentley. Non, il y a 50. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors attends, parce que j'ai les tarifs de voiture 50, c'est quoi? Tesla, tu prendrais une 100% électrique? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah ouais, Pourquoi? Raconte-nous. Bah, je sais pas. Je voyage beaucoup. Je me dis que sur la grande. Toi, tu veux une hybride? Ouais, t'as peur d'être. Une hybride, ouais. Je trouve que Ouais. l'hybride, c'est vraiment. Pour l'instant, hein. Sur Ouais. l'électrique, on va tous y arriver si tu veux. Mais c'est vrai que c'est. Mais c'est intéressant parce que ça reflète la crainte de beaucoup de gens en fait. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que, comment dire, et j'ai fait la promotion de l'électrique aussi beaucoup, mais parce que de toute façon, on va y arriver, et puis c'est vrai, On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, mais le seul souci qu'on a là, c'est les infrastructures, c'est-à-dire que on a des vraies bornes où c'est compliqué parce que des fois elles marchent pas, parce que tu as un mec qui laisse sa caisse, il s'en bat, et que tu es vraiment obligé. Alors tu peux, Très juste que tu peux calculer ton temps d'optimisation, d'optimiser un peu sur ton temps de recharge en disant bon voilà, je vais recharger là, mais en fait c'est pas une science exacte parce que il n'y a pas encore suffisamment d'infrastructures qui te permettent à un moment de pouvoir, comment dire. Puis tu as une peur aussi subjective. Comme tu connais pas, naturellement, dès que tu as dépassé les 13-40% d'autonomie, tu as l'impression que tu vas tomber en panne. Oui, c'est ça. En vrai, moi, je pense que. Je me dis que peut-être qu'un jour, on arrivera, je ne sais pas s'ils feront ça, mais tu sais, d'avoir comment dire, des tours de batterie. Universelle où tu peux tout de suite la mettre dans n'importe quelle voiture, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au lieu de la recharger, tu arrives, tu changes la batterie. Tu prends ta batterie, tu la mets dans ta caisse et tu t'en vas. Tu vois. Ouais, ça serait pas con. Je sais pas si. Si. Voilà, Ça existe déjà, ça existe. Il y a une entreprise israélienne, il y a une dizaine d'années, qui avait justement proposé ce genre d'idée. En disant, tu arrives et tu as une sorte de palette qui te change la batterie. Prend ta batterie et ça glisse sous le sol et puis tu as la nouvelle qui arrive. Ça a tellement bien marché qu'ils ont arrêté. Putain. Mais parce que je crois que chacun veut avoir son système à Oui, lui. il faut la sortir la batterie. Ouais. Mais de toute façon, je pense, mais je sais pas si je serai encore en vie, mais non, je pense que si, mais on arrivera à ça. Même sur la route en dessous, ils vont mettre j'avais entendu parler de ça, ils mettront des panneaux électriques qui te rechargeront les voitures pendant que tu roules. Enfin, t'as plein de choses. En fait, le truc de la batterie aujourd'hui, c'est la batterie au graphène. Donc on arrêterait les matériaux classiques, tu sais, lithium-ion que tu as dans ton téléphone, et on prendrait le graphène qui est du carbone, qui est hyper conductible, qui est capable d'engranger beaucoup plus d'énergie que ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et ces batteries-là, normalement, dans 2-3 ans, elles seront opérationnelles et tu auras 1000 km d'autonomie. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc ta crainte, elle s'efface et elle s'efface pour nous. De toute façon, elle va arriver. Alors c'est marrant parce que, vite fait là-dessus, c'est que on te vend des voitures là qui sont essence et on te dit laissez-la au garage, parce que maintenant c'est ça. C'est acheter une voiture mais ne la prenez pas. Et maintenant, les pubs, c'est ça. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais. Et t'as raison. Non mais n'importe quoi. Et maintenant, ils te disent l'électrique, ils te vendent que la puissance. Oui. Ils te disent celle-ci elle fait 500 chevaux, celle-ci elle fait machin. La puissance de la voiture revient sur le devant de la scène, je trouve. Oui. Sur certains modèles, même des modèles pas de super voitures. Mais t'as parfaitement raison. Et on te vend maintenant que la caisse, elle envoie et que t'es bien et que c'est rapide et tout. Et on évite de te parler d'autonomie. Et on évite de parler d'autonomie. Et je trouve ça quand même, tu te dis, bon, c'est marrant quoi. Mais alors le truc de là, quand j'ai vu, prenez votre voiture mais laissez-la au garage, alors là, j'ai dit, putain les gars, là ils sont... En fait, l'allusion, c'est les messages publicitaires, le disclaimer à la fin, roulez moins pour polluer moins, achetez-en une mais l'utilisez pas. C'est sûr que les voitures, là, les constructeurs et tout, ils ont un peu de... Mais tu sais, c'est comme la pub pour la bouffe et tout ça, où on dit manger 5 fruits par jour, enfin, c'est pareil. Ouais. Enfin, ça c'est légèrement plus vertueux tout de même. Enfin, d'ailleurs... C'est là parce qu'on parle de tout et de rien d'ailleurs. C'est notre spécialité. Hein. Non, mais c'est notre faute de commerce. Ouais, c'est la voiture. Mais je n'en peux plus. Je fais un rejet, je le dis. Ah ouais. Je fais un rejet sur. C'est plus qu'on te donne des ordres en permanence. C'est-à-dire qu'à la télé, faites comme ça. Michel est formidable parce que Michel est économique. Michel fait attention aux autres et tout. Ouais, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, ok. Laisse-moi gérer ma vie aussi un peu comme je peux l'entendre, en essayant de faire au mieux, tu vois. Mais il y a un moment, on ne fait que te dire fais comme ça et c'est comme ça que ça marchera. C'est moralisateur. Oh putain, Puis alors de plus en plus parce que maintenant, non mais c'est assez juste, ouais. Il y a quand même un truc où tu dis. Il faut, c'est partout on te donne des... On va faire notre métier d'animateur. On va essayer d'être pro quand même. Vas-y. T'avais envie de faire du spectacle ou tout à coup,
parce qu'une porte s'est ouverte, tu t'es dit, oh, ça m'intéresse, je fonce. Ah non, non, moi non, la vérité c'est que depuis que je suis gamin, depuis que je suis tout petit, je dis, alors je l'ai beaucoup répété, mais c'est ça, je dis à ma mère, maman, à mes parents, je dis un jour tu verras, je vais être comédien, tu verras mon nom au cinéma, tu verras, je n'ai rêvé que de ça depuis que je suis enfant, et je me rends compte d'ailleurs que maintenant avec le recul, parce que voilà, je me rends compte que tout ce que j'ai fait enfant, même quand des fois j'étais pas bon à l'école, bon, j'avais des grosses difficultés d'apprentissage, de concentration, j'ai toujours, comment dire, j'ai toujours... Il y a un accident avec une Hyundai. Ouais. je me suis toujours dit... Ouais, exactement. Je me suis toujours dit, c'est pas grave, parce que ma vie c'est pas ça en fait. C'est pas grave, je me disais, tu vois, quand il y avait des boulots, des trucs que je faisais, oui, tu prenais des beaucoup petits de boulots, recul. tu vois, je me disais, ça marche pas, mais je me disais, c'est pas grave, parce qu'en fait, ma vie, c'est pas ça. Alors, j'ai eu quand même un petit passage. T'avais toujours la confiance en toi que t'allais y arriver? Ouais. Alors, j'avais ma confiance, j'avais mon but. À la Jean-Claude Van Damme, je me suis projeté, tu vois, j'avais mon but. Je me dis un jour, Arnaud, tu feras ça. Ouais. Mais j'ai eu aussi évidemment des moments de doute. Ça m'est arrivé, on peut pas dire qu'on n'a pas de moments de doute. Sinon, c'est proche de la folie. Bah oui, c'est ça. J'ai eu des moments de doute, mais tous ces moments de doute étaient très vite. J'ai toujours. Tu repartais de l'avant. Ouais, twisté en me disant, c'est pas grave. T'as eu des vraies galères ou pas? Tu vois, on parlait de Philippe Lachaud en off, et lui il nous explique que ça, il a eu du mal à décoller. Il a connu une percée fulgurante chez Canal+, et tout ça. Et ensuite, il pensait que toutes les portes allaient s'ouvrir, mais tout s'est fermé. C'est vrai. Et il a eu une période, bien sûr. Tu vois, très compliquée. Bien sûr. Téléphone, inspecteur. Ah, je sais pas, c'est Philippe Lachaud. Ouais. Non, mais en fait, tu vois, par exemple, Philippe, ils ont explosé. On les a plus entendus. Ils sont revenus, maintenant ils sont en train de faire leur chemin. Et qui est admirable d'ailleurs. Qui est admirable. Et en plus de ça, ce sont des mecs très gentils. Ouais. Et en restant eux-mêmes et en restant une bande de copains. Exactement, ce qui est quand même très agréable. Ouais. Mais par exemple, moi, j'ai jamais explosé comme Philippe. J'ai toujours fait des choses où les steps sont montés petit à petit et j'ai encore plein de choses à faire. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de fait encore. J'ai envie de beaucoup plus que ce qui se passe là. Alors qu'est-ce que tu aimerais, tu vois? Parce que j'aimerais. Si tu as une baguette magique. Si j'ai une baguette magique, je voudrais faire. C'est un peu compliqué. Oui, mais ça permet. Non, mais je vais te la donner tout de suite la réponse. Si j'ai une baguette magique, je veux faire un gros succès populaire. Ah oui. Un Bienvenue chez les Ch'tis, un équivalent. Ouais, La Grande Vadrouille. Je veux faire un film où tout d'un coup, un Intouchable, pour te donner, pas faire comme leur film à eux, mais je veux dire en tout cas un succès populaire, un truc qui te dépasse. Je trouve que c'est extraordinaire quand tout d'un coup, soit tu l'as voulu, et puis tu t'es dit je veux que ça fasse un succès populaire et ça marche, c'est une récompense extraordinaire de ton travail. Soit ça te saute à la tronche, tu t'y attendais pas, et c'est un tourbillon et c'est une joie formidable dans un métier d'acteur. Mais moi, faire 20 films d'auteur qui sont vus par 20 000 personnes et qui sont entre autres payés par des mecs qui font du populaire et qui remplissent des salles. Je vais prendre celui qui est populaire et qui remplit les salles, et je vais prendre le mec qui me tape sur l'épaule dans la rue, qui me dit et qui me regarde avec le sourire. Voilà. Ouais, qui me dit quel bonheur. Qui me dit j'ai passé un bon moment grâce à toi. Voilà. Et il y a de très bons films d'auteur, mais voilà, s'il y avait une baguette magique, j'aimerais tout d'un coup avoir ce truc-là. Et entre le métier d'acteur et ta carrière d'humoriste, qu'est-ce que tu as une préférence? On te l'a posé probablement 10 000 fois. Ouais. Mais comment tu vois les différences entre l'un et l'autre? Tu as besoin des deux ou il y en a un qui te plaît plus que l'autre? Bah déjà, en fait, j'ai jamais vu de différence entre les deux pour moi. Ouais. Parce que quand je voulais être, quand j'étais jeune et que je voulais faire ce métier, on me disait tu veux être humoriste. Mais moi, dans ma tête, je dis je vais être comédien quoi. Ouais. Donc c'est être humoriste aussi quoi. C'est monter sur scène, faire des sketchs. Pour moi, ça n'avait aucune différence. Et alors, ça l'est techniquement. Ensuite, on te met vraiment dans des cases. Ouais. Bah, je sais qu'il y a certains directeurs de casting qui disent Ducret, alors c'est bon. Pour certains rôles, c'est vrai. Il y en a d'autres qui le font pas. Il y en a d'autres qui te disent ouais, il peut être bien. Puis t'en as qui te disent t'es dans une case. T'es un truc, c'est comédie, et on te dit non. Et puis après, quand tu fais c'est toujours. De toute façon, c'est toujours. Parce que tu as eu des rôles très noirs, hyper durs. Et d'ailleurs, c'est bravo, parce que j'imagine beaucoup d'humoristes qui seraient sans doute pas risqués en se disant moi je sais faire rire, mais je sais peut-être ils sont pas sortis de leur case. Interpréter. Tu vois, t'es vraiment comédien ou des rôles très sombres en fait. Bah ouais. Je te dis, moi je dis toujours, c'est parce que j'ai la chance d'avoir eu, enfin la chance, je certainement aussi inconsciemment provoqué, mais peut-être dans ce que je faisais pour que les gens le voient, mais les gens du métier le voient. Mais je me dis, j'ai quand même une chance, c'est que tout d'un coup, un producteur, un réalisateur me dise tiens, toi j'aimerais bien que tu serais vachement bien dans ça.
ça me plairait que tu fasses ça. Et je me suis retrouvé avec Dupont de Ligonnès à faire l'histoire inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès, d'avoir fait un film que j'aime beaucoup, que j'ai fait qui s'appelle Monsieur Je sais tout, où je suis avec un enfant un ado, autiste, Max Bessette de Malglaive, qui est formidable. Merci madame. Ouais, donc c'est des rôles autres que Maître Lee, mon prof de karaté, que je faisais sur scène, tu vois. Où je bras du front, ou je pète des giorletto. C'était pas ça, quoi. Et ça devient comment? Est-ce que, on va raconter. On l'a regardé, ce sketch. Alors, tu sais qu'on l'a regardé hier dans un bar à Strasbourg. Hier. Moi, à chaque fois, mort de rire. C'était venu comment, ce sketch? En fait, j'étais en... T'avais un prof comme ça? Ouais, j'étais en cours de karaté. Je faisais du karaté quand j'étais jeune. Et ma mère me mettait au karaté. Bref, il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, Patrick, je crois. Il s'appelait Patrick. Parce que t'as vraiment le sentiment que c'est du vécu. Et il parlait, bon, un peu moins comme ça, mais il me disait, on va attaquer le cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les techniques de défense, du takwa, machin. Je me souviens même plus des termes d'ailleurs. Et un jour, il me prenait toujours moi pour faire les démonstrations. Parce que j'étais plus grand, ouais, j'étais plus costaud, tu vois. Il disait, bon, Ducret, viens voir. Mais sauf que, mec, on va faire du semi-contact. Admettons, tu m'attaques. Mec, donc moi, j'arrivais avec les cheveux en avant, les oreilles un peu comme ça, la gueule plein de boutons. Le mec, il me disait, Ducret, admettons, tu m'attaques. Le mec, il m'a fait pour le micro, il m'a attrapé. Un jour, je me rappelle, je suis tombé. Un Romain dans Obélix, quoi. Un jour, je suis tombé, j'ai entendu un téléphone. Je te jure que c'est vrai. Non. Je suis tombé, j'ai fait ring. J'ai fait wow. Et un jour, donc je m'en prenais plein la tronche, et puis ça commence à être un peu dur. Tous les potes à côté qui faisaient, je voyais les mecs à côté, ils étaient là accroupis, qui faisaient. Tous les mecs qui me regardaient, ils disaient, wow, il a défoncé la gueule. Là, il a défoncé la gueule. Et un jour. Il rigole même derrière. Il met livre dans le golf, il rigole avec le son. Ah oui, j'entends. Et un jour, le mec, il me dit, bon, voilà ce qu'on va faire. C'est mon sketch. Je vais casser une planche. Donc, ce que je vous explique, les enfants. Faut pas casser le poignet, tout part du. Il te disait ça. Comme ça. Mais tu devais flipper. Non, moi je fais rien. Il est là, puis il était avec son neveu. Il dit, tiens, tu tiens, s'il te plaît, Philippe, tiens la planche. Donc l'autre, il est comme ça. Et là, mec, écoute-moi, il se concentre. Nous, on est comme ça, pareil. La gueule plein de boutons, les cheveux gras, on est là. On va regarder les kimonos. Moi, je faisais 1m80, je sais pas combien. J'étais déjà le kimono était trop petit, c'était un Bermuda. J'étais comme ça. Et je vois le mec avec la planche. Il prend la planche, il fait, OK. Il est là, il fait, yes. Et à un moment, il prend la planche, il fait, blessé. J'entends, il fait comme ça. Il met une patate, la planche ne bouge pas. Et il s'est fait je le vois, il est tout blanc. Il regarde, il regarde son neveu, il fait, Philippe, tiens-moi. Philippe, il le tient. L'autre, il est blanc, mais mec, un cul, Casper, il est comme ça. Et là, je le vois, il fait, bon, on va appeler le SAMU. Donc nous, on le regarde, envie de rire. Et il est comme ça, et je me rappelle toujours, à un moment, il me regarde, il croise mon regard, il me regarde, il me fait. Genre un peu de dignité encore. Le mec, il était moisi. Qu'est-ce qu'on a ri. Donc, je rentre chez ma mère et je raconte ça à ma mère, comme je vous le raconte là. Et ma mère pleure de rire. Comme là, je fais le con, j'ai fait tous les trucs, je faisais déjà des bruits et tout. Et ma mère me dit, oh fils, écoute Arnaud, si t'as un jour, tu me fais ton spectacle comme tu veux, surtout mets-le dans ton spectacle. Et donc, j'ai écouté ma maman, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un de tes sketchs fétiches. Et aujourd'hui, c'est un de mes sketchs. Ouais, c'est un de mes sketchs où j'ai fait ça il y a longtemps, puis je l'ai fait au Marrakech du Rire, ça avait très très bien marché. Ouais, c'est ce qu'on a vu nous dans la vidéo. Marrakech du Rire, en plus c'est très rediffusé, donc on avait fait un super duo avec le petit Jamel là à côté de moi, et c'était cool. Bon, voilà, tu lui as donné un peu de visibilité. Ouais, Jamel, ouais. Bah, à côté de moi, il en avait besoin. À côté de moi, il en avait pas. Mais seul, il en avait pas. Et donc, On n'a pas parlé des trophées Andros. Ah oui. Et en plus, tu sais que c'est fini? Ouais. J'ai appris ça, j'ai fait oh là là, tout à. Ça c'est pas bon. Ah, les trophées Andros, c'est mes souvenirs d'enfance avec mon père, on regardait ça, tu vois. Tu te rappelles quand c'était au Parc des Princes, à Bercy, non, je crois. Stade de France, je crois, non? C'est le Stade de France. Non, il y a eu le Stade de France. Alors là, on est nul, on est mauvais. Non, mais le dernier était au Stade de France, t'as raison. Ok. Le dernier était au Stade de France. Et en fait, si tu veux, ouais, j'ai toujours. D'y être, je me suis dit, wow. Tu l'as fait combien de fois? Je l'ai pas fait beaucoup, je l'ai fait qu'une. En fait, je l'ai fait qu'une fois. Ah oui, d'accord. Bah, c'est déjà bien, on ouais, l'a fait 0 fois. Après, j'y suis allé. Et après, j'ai fait la Fun Cup 3 fois. Ah ouais? Mais je n'avais pas de technique de conduite, mais j'apprenais et puis voilà. Mais 3 fois, tu commences un peu à avoir un petit coup de volant quand même. Ouais, mais t'as pas le temps d'être formé. Et en fait, c'est quand j'ai commencé. Tu t'entraînais un peu avant ou tu y allais comme ça? Non, j'y allais comme ça. Ah oui. Et surtout là, j'ai fait. Là, par contre, je m'exerce parce que j'ai mon prof de conduite,
qui est Nicolas Béraud, avec qui je fais la Lamera Cup. Enfin, il fait la Lamera Cup et moi, je m'entraîne sur les Lameras. Ok. Tu vois, Lamera, c'est cool. C'est 700 kg, 390 chevaux. Et on apprend à taper les courbes et tout. Et il m'apprend à me dépasser. Ça avance un peu. Ouais, ça avance. Ouais. Et c'est très austère, t'as vu, dedans, c'est pas comme ici. Tu vois. Et puis, c'est super parce que je suis grand et il y a de la place. Et donc, j'apprends à prendre les courbes, j'apprends à freiner au dernier moment, tu sais, transfert de masse et tout ça. Et t'aimes vraiment ça, piloter, c'est vraiment ton... Bah, j'aime ça parce que déjà, j'ai énormément d'admiration pour les pilotes. Pourquoi? Parce que je trouve ça, ça me fait peur. Ok. Voilà. Donc déjà, si tu veux, moi, je maîtrise les choses que je fais à peu près. Mais je trouve que quand je vois des mecs débouler à une vitesse incroyable dans des virages, des chicanes, des cours, le rallye par exemple. Ouais, le rallye, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu dis, mais merde, comment ils font les mecs, quoi. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et surtout, quand tu pilotes, si toi tu pilotes aussi, a priori, je sais pas. Oh non, mais j'en ai fait un petit peu. Mais oui, mais tu ne penses à rien d'autre. Tu ne penses à rien d'autre. C'est-à-dire que quand je vais faire mes stages de Lamera à côté de Manicourt, je pars le matin, j'y vais tout seul. Je suis dans ma caisse tout seul, je pars, j'arrive là-bas et on fait des tours. Je rencontre des mecs qui n'ont rien à voir avec le métier, qui sont des industriels, des artisans, des passionnés de bagnole. Et on parle d'autre chose que du métier, ce que j'adore. Parce que je déteste être avec trop de monde du métier, ça me saoule. Ça tombe bien, t'as fait une interview pour te parler un peu du métier. Non mais là, voilà. C'est vrai qu'il t'a envoyé des messages. Ouais, tu vois, quand il y a trop d'humoristes, c'est compliqué pour moi. Mais voilà, et donc, et puis je passe du temps avec des gens qui ne font pas de tout ce métier et j'adore quoi. Et j'adore. Et je rentre et je suis fatigué et j'ai passé une belle journée. Voilà. Mais t'en fais souvent dans l'année? Ouais, j'en fais une fois par mois, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, à raison de à peu près une fois par mois. Sinon, c'est une fois tous les 2 mois et c'est à raison de. Je fais des passages de 49 tours, 54 tours de piste. Ah ouais, donc tu vas faire la journée. Qu'on espace, mais je le fais toute la journée. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais attends, là, ça y est, t'as un bon niveau. Parce que c'est un peu comme, tu sais, à force de. Un mec qui joue au tennis, à force de taper, il y a un moment, en tout cas, ouais, tu me mets une autre bagnole dans les mains, je commence à pas trop mal me débrouiller. Arnaud de sa mère, lui. Oui, qui est très connu pour ça. Ouais, voilà, Arnaud, ça, si tu veux, lui, ça a été une vraie passion. Alors, lui, c'est un dingue de ça. C'est un dingue de ça, il tourne beaucoup. Alors, le problème, c'est que si tu veux, c'est que quand tu tournes des films ou que tu es sur scène, tu n'as pas le droit, logiquement, tu vois, tu peux pas trop, tu as des assurances. Et toi, tu faisais comment? Je disais rien. Pas vu, pas pris. Non, mais si tu veux, ce qu'ils savent pas, c'est qu'en vérité, bon, c'est normal, tu as plus de risques de partir en vacances au ski, de te planter, que sur un circuit où tout est safe. Tu vois, bon, mais ça, les gens tout de suite voiture, qui dit voiture dit danger, dit vitesse et voilà, tu vois, donc très vite associer le truc. Mais là, je suis encadré par des professionnels, quoi. Et j'aimerais faire un stage de cascade aussi. Ça me plairait beaucoup. Je vais le faire. J'ai travaillé, je bosse avec des mecs qui sur les films que je fais là, et ils font des stages d'1 semaine. Et j'ai très envie de faire ça. Ouais, ça peut être tu vois, d'apprendre un peu le drift, à placer la bagnole, pareil, faire sauter et tout, ça m'éclate. Ouais, et puis les reconstitutions fin d'accident. Moi, pour le coup, je suis hyper admiratif. T'es jamais venu sur voir ça? Non, tu regardes, tu vas les cascadeurs, pour moi, c'est incroyable. Un truc héroïque, quoi. Ouais, le mec risque vraiment sa vie. Si ça foire. Bien sûr. Mais le drift devient très à la mode, ça c'est pas de la cascade. Il y en a beaucoup, énormément de stages de drift. Non, parce qu'ils t'apprennent eux, si tu veux, à faire des travers, ne serait-ce que voilà, tu vas là-bas, tu vas à droite, tu tapes un travers parce que tu t'es poursuivi par les flics, des trucs comme ça, tu vois, ce que tu peux faire dans un film, quoi. Mais oui, les cascadeurs, c'est à voir, c'est impressionnant et puis c'est un métier incroyable, quoi. L'automobile dans des films, je crois que c'est dans Divorce Club. Ouais. Où tu piques la voiture. Divorce Club, c'est simple, quand j'ai reçu le scénario, ils m'ont offert un truc où je pouvais faire le mec bourré. Je pouvais conduire, bourrer la bagnole. Est-ce que t'as la totale? Si tu veux, quand je lisais le truc, je me disais, putain, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pour moi. C'est payé? Ah ouais, c'est payé. Bon bah, j'arrive. Ouais, c'est ça, je dis, c'est payé ça, les mecs. Et donc, tu sais que c'était la fausse 250 GTO. Mais je me suis demandé comment. C'est une fausse Ferrari, c'est une Daihatsu. Ah d'accord. Donc beaucoup plus grande, beaucoup plus grande, moins basse. Chacun ira regarder, on parle, mais c'est. Oui, ceux qui connaissent. Mais c'est marrant, ouais, Et en fait. À un moment, dans le film, d'ailleurs, je rentre dans un radar, il y a un radar derrière moi, je dois exploser un radar. Et moi, dans ma tête, je pensais qu'ils avaient pris la bagnole à un mec et qu'ils pouvaient taper un peu dedans, mais ils réparent, tu vois. Et le mec, le cascadeur, il vient me voir, il me dit tu veux la faire et tout. Je dis ouais, vas-y. Et puis bon, il n'y avait pas grand chose à faire, hein, tu vois. Et il me dit mais bon, ils doivent toujours sécuriser tout. Hein. Si t'as pas envie, tu le fais pas, il te double. Et je lui dis donc je rentre dans le truc, bon, gentil quoi. Là, le cascadeur, il me fait Arnaud. Non, il me dit tu peux y aller, hein. Vas-y plus fort. Et je dis ouais mais la bagnole et tout. Ah non, mais la voiture on l'a achetée, tu peux la défoncer. Oh putain.
Et je me suis éclaté. Donc si tu veux, on te dit, comme tu dis, t'es payé, on te dit vas-y, tu prends la bagnole, t'es un gosse, tu défonces. Quand t'aimes les voitures, tu prends la radar là et tu le défonces. Ah ouais. Ah ouais, j'y vais les gars. Donc voilà quoi. Mais oui, j'aime bien quand il y a de la voiture, j'ai hâte de voir le film de Brad Pitt. Je crois qu'il y a un Brad Pitt qui fait un film sur la Formule 1 là. Exactement, qui arrive bientôt. Ouais, j'ai hâte de voir ça. T'as un Ferrari aussi qui arrive. Ah oui, exact. Qui est très attendu. Ouais, bien sûr. Là, tu travailles sur quoi? Là, je travaille sur un unitaire pour TF1 que je développe avec TF1. Un unitaire? Oui, un unitaire, c'est une seule soirée, un seul épisode. Voilà, je suis en train de bosser là-dessus avec mon ami Tom Villa, mon co-auteur Tom Villa, qui est un mec formidable. Donc lui, tu travailles depuis tout le temps, parce que tu en parles pour le coup. Ouais, parce que... Ce qui est sympa, c'est que... J'en parle tout le temps. Bah ouais, mais c'est sympa pour lui. Alors déjà, c'est un mec qui a sa carrière et tout. Oui. Mais oui, c'est marrant parce que c'est pas très français ça. Alors peut-être que notre génération à nous, on est un peu plus. Mais ils parlent très peu les réals, tout ça, de leurs co-auteurs. Ouais. Et toi, c'est vrai que je t'envoie souvent en parler. Vous êtes un duo souvent pour avancer. En fait, j'ai surtout l'impression que si tu veux, il y en a beaucoup qui veulent s'attirer les honneurs de ce truc-là, de se dire que c'est eux en fait qui ont écrit tout. Et si on ne demande pas, je le dis pas. Et en fait, moi j'ai Tom Villa avec qui je travaille, on écrit tous les deux. Ça fait combien de temps que vous Ça fait maintenant, depuis mon spectacle, ça doit faire maintenant. Le premier déconfinement. On va compter en Covid, premier déconfinement de Covid, tu vois. C'était. Donc moi, c'est à quoi j'entends mes grands-parents parler d'avant-guerre. Ouais, tu vois, c'est vrai. C'était avant Covid. 3 ans, 4 ans, peut-être, je sais plus. Il faut quoi, tu vois, tu travailles avec une équipe. Moi, j'ai aucun problème à dire que Tom fait partie des gens qui m'aident et qui m'entourent pour essayer de faire mieux ce métier, quoi. L'écriture, c'est un effort ou au contraire, tu te dis tiens, c'est une période qui est nécessaire et je prends du plaisir à le faire. C'est un effort et tu prends du plaisir. Mais c'est un effort. C'est-à-dire que des fois, tu arrives et on se regarde et on fait oh là là, nul. Ça va boire un café peut-être. Ouais, tu vois, je te jure, on se dit oh là là, mon Dieu. Des fois, on se prend l'ordi. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? On fait vas-y, laisse tomber. On n'est pas bon, on laisse tomber. Tu laisses passer un peu, le lendemain, tu te retrouves. Et puis tout d'un coup, il y a des fulgurances. Et puis des fois, des choses qui te dépassent, que tu écris, que tu penses drôle, mais pas énorme, et puis le public te le prend et t'as eu des surprises comme ça? Ouais, t'as ouais, des sketchs, t'as des sketchs sur lesquels tu misais en disant celui-là il va cartonner, c'est sûr. Il a pas cartonné, des sketchs. Et l'inverse? Ouais, je faisais par exemple Maître Lee. Bon là, je voulais que Maître Lee soit un tube, c'est pour ça que j'ai fait des blessés, parce que je voulais que les gens reprennent les blessés, les trucs comme ça, que les gens ils se disent ah ouais, voilà, je veux qu'ils reprennent ces trucs-là. D'ailleurs maintenant les gens dans la rue, quand je me balade, j'entends un mec dans la rue qui fait ah Ducret, blessé. Donc voilà, j'étais content. Et puis il y a d'autres sketchs. Qu'est-ce que je pourrais te donner? J'ai pas, mais c'est surtout des vannes, des phrases comme ça dans le spectacle où tu te dis bon, ils vont, et en fait ils sont morts de rire sur un truc très facile. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, les gens ils prennent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, tu sais, c'est un lieu commun de le dire, mais on a eu Bruno Solo avec nous, et tu sais, il y a cette contrainte de la liberté d'expression. Ouais. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce que tu te freines parfois, toi? Alors je me freine parce que en fait, tu n'aurais pas le temps de t'expliquer avec tout le monde, mais il y a Chicandier, je ne sais pas si vous connaissez Chicandier, qui a dit un truc l'autre fois. Chicandier, qui a dit un truc formidable l'autre fois, j'ai trouvé très bien, et il disait est-ce qu'on peut pas rire de tout? Puis à un moment il dit mais si, bordel, faut rire de tout. Faut rire des races, faut rire de la sexualité des gens. Mais oui, mais pourquoi on peut plus rire de ça? Et en fait, j'ai trouvé, je me disais, ouais, en fait, avant tout le monde se charriait, tout le monde s'était, et puis on n'était pas plus malheureux en fait. Bah oui. J'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs pour les mecs qui tout d'un coup y vont et n'ont pas de problème à se faire allumer. Mais c'est pas mon truc. Moi, tu veux pas passer ton temps à justifier? Ouais, j'ai pas. C'est pour ça d'ailleurs sur les réseaux, je parle jamais de politique déjà parce que ça regarde pas les gens. D'ailleurs, puis je crois que les gens s'en foutent en fait. Il y a un moment, tout le monde la ramène pour tout. Oui. Mais il y a un moment, tu as envie de dire tais-toi, reste à ta place. Reste à ta place, fais rire les gens si c'est ton métier, fais chanter les gens et danser les gens si c'est ton métier, mais arrêtez de la ramener tout le temps pour tout en fait. Parce qu'en plus de ça, la politique et ces choses sont tellement dans le quotidien. Les politiciens sont partout, tout le temps. C'est un truc de dingue. Et les réseaux sociaux ont exacerbé aussi, tu sais, les caricatures. Bien sûr, tu sais, tout est amplifié. Tout est. Et si tu veux, il y a un moment, si en plus, alors moi, c'est mon point de vue à moi. Alors après, mais là, parce qu'on en parle de là, non, mais c'est vrai, c'est que. Non, mais en tant qu'humoriste, parfois tu dois te dire. Il y a un moment, t'es artiste. Nous, sinon, on peut pas être la soupape. Oui, pour les gens de bouffer d'air frais. Et qu'on ne fait que parler de ce que les gens voient déjà avec les médias, la politique. Mais merde, attendez, mais là.
on se met une balle, quoi. Tu vois, il y a un moment. Non, tout devient dramatique et tout est un grave. drame. Et donc, tu n'as pas le temps de t'expliquer. C'est-à-dire que tu vas mettre un truc, ton intention, tu peux pas elle n'est pas palpable sur les réseaux, par exemple. Tu dis, bon, alors vous savez quoi, allez, les gars, j'ai pas le temps de m'expliquer. T'es à l'abri de ça, justement, sur les réseaux, parce que t'es quand même, sur Instagram et tout, t'es très présent. Mais Ouais. Tu t'en sers beaucoup de ces trucs-là? Tu t'en sers beaucoup. Je m'en sers pour le métier, Ouais. mais je parle plus du tout de ma vie, je fais plus de trucs comme ça m'intéresse pas. Genre, de temps en temps, quand je suis en soirée avec ma femme sur des trucs caritatifs, des choses comme ça, je vais mettre Ouais. des photos, tu vois, mais pour parler Ce qui est chouette, ouais, tu vois, voilà, mais je fais plus. Je vois des gens j'ai des copains qui font ça très bien et qui, je vois, parlent tout le temps de ce qu'ils font dans la journée et tout. Mais putain, mais comment? Moi, carrément, j'oublie. Enfin, j'oublie parce qu'a priori, il faudrait se dire qu'il faut peut-être un peu le faire, mais je me dis que les gens s'en foutent, les gens ont envie de voir ce que tu fais dans ton métier, rien à foutre de savoir ce que tu mets le matin pour te laver les dents. Il y a ça maintenant, t'as vu? Aujourd'hui, j'ai mis une crème, je me lave les dents, je vais aller travailler. Mais Alors on le prend mal parce que c'est ce qu'on fait nous. Oh merde! Non, c'est pas vrai. Mais t'as parfaitement raison. Nous, on le fait parce que on se marre dans notre quotidien de voiture. On dit, voilà, tu sais, aujourd'hui, on a essayé telle voiture. Non, mais ok, d'accord, mais c'est rapport, j'ai envie de te dire, c'est rapport à ton boulot. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un peu le truc, on se dit, non, mais bon, je fais pas comme les autres. Et ça se trouve, les autres. Bon, mais t'as raison, c'est peut-être très con ce qu'on Ouais, fait, non, de mais dire, tu on vois, avait moi aussi, essayé nos bagnoles, tu vois. De toute façon, tu sais, t'es toujours le con d'un autre, hein, tu sais. Et comment dire, ouais, en tout cas, dont je suis sûr, c'est que si vraiment je pouvais me passer l'Insta, parce que je parle de mon métier, mais J'en passerais volontiers. Oh, mais volontiers, quoi. C'est-à-dire que, ouais, volontiers. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive, hein, je suis là en train de regarder des trucs, et puis à un moment, je sors de mon corps, je me dis, Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? qu'est-ce que je fais depuis 20 minutes. Et là, tu dis, c'est pas possible, on devient dingue, quoi. Mais bon, chacun fait comme il veut, mais c'est un peu ma façon à moi de voir, quoi. T'as un petit peu esquissé, est-ce que les rapports entre, tu vois, Ah oui, pardon. mais les autres acteurs et tout ça, ce milieu-là, toi j'ai l'impression que t'es très heureux, tu fais ton petit truc dans ton coin. T'as l'air très Ça franc va, du collier, t'as l'air très... D'autres nous disent qu'il y a une compétition féroce, que c'est un monde hyper dur, que nous on ne connaît pas. Ouais, il y a, mais c'est un peu comme j'ai envie de te dire dans toutes les boîtes, sauf que nous c'est un truc public, donc où tout d'un coup quelqu'un va faire quelque chose, ça va être vu par beaucoup de gens. Mais oui, il y a, puis on sait pas tout. Moi, il est vrai que, mais je pense qu'il y a plein de métiers comme ça hein, dans le business, tout ça. Mais je pense je suis que peut-être un peu, tu sais, comment dirais-je, voyeur, mais c'est... Non, mais comment dire, oui, tu peux vite passer. Il y en a qui veulent être à ta place. Par exemple, dans ce métier, c'est très rare un mec qui va dire, comédien, qui va dire c'était super ton film. J'ai regardé ton film. Ah, c'est vrai? Personne te dit. En comédien, très rarement, des mecs viennent me voir en me disant, alors qu'ils l'ont peut-être vu, tu peux pas la droite, face-toi, qu'ils l'ont peut-être vu, tu vois. Et c'est marrant parce que, alors par contre, moi, quand j'aime quelque chose, je le dis. Oui, il y a une vraie compétition, c'est sûr. Il y a une vraie compétition. Mais bon, moi, je pars du principe que la meilleure chose à faire, c'est de taper les choses dans son coin, de les faire, et de faire au mieux pour que ça fonctionne. Tu vois, moi, là, je travaille, comme je te disais, là, sur des choses. Ça me rend heureux, quoi, parce que tout d'un coup, ce qui est dur dans ce métier, c'est quand le film est tourné ou quand tu n'es plus sur scène. Comment t'existes artistiquement au milieu, tu vois. Et de travailler comme je le fais avec Tom, avec mon équipe, avec mon associé Thibaut, producteur, tu vois, on avance, quoi. Donc tu vis, quoi. Tu vis artistiquement, quoi. Une année, tu as énormément de temps de tournage, où tu as des périodes parfois qui sont très calmes, et une autre partie où tu as plein de demandes en même temps. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. En fait, tu peux avoir plein de demandes en même temps. Tourner, quand tout d'un coup tu vas avoir un gros film qui va arriver ou un truc, tout d'un coup tu en as un autre qui arrive, tu dis, oh bah merde les gars. Et comment tu choisis? 5 mois que je fais. Comment tu fais quand on a plusieurs demandes? Comment tu fais pour arbitrer J'essaye. Ce qui te plaît le plus ou tu dis ce qui va marcher le mieux? Non, pas ce qui va marcher le mieux. Enfin, j'y pense que c'est faux. Ceux qui disent ouais, je pense pas au succès. Tout le monde fait le but, voilà. Écoute, mais surtout pour être au plus près pour être en plus en accord avec moi-même, c'est qu'est-ce que l'histoire raconte. C'est ça. Est-ce que tu as envie de raconter cette histoire? Moi, quand je fais Divorce Club, qui est une comédie d'un mec qui se fait délarguer par sa gonzesse, il y a plein de moments de situations drôles dans ce film. J'ai dit, je veux raconter. Ouais, c'est bien écrit. Je veux raconter ça. Je veux raconter la période où le mec il est bourré de minuit à 5h. Je veux raconter ça. J'ai envie de porter le message. Ouais, mais c'est même pas le message, mais j'ai envie de raconter cette histoire. Ouais, d'avoir ce personnage extraordinaire qui. Moi, j'adore les losers. Au début, c'en est un. Puis en fait, c'est un mec qui est plein de cœur parce que les losers, tu les aimes. Oui. Mais la première chose que je me dis, c'est. Est-ce que tu as envie de raconter cette histoire? Est-ce que toi, si tu es dans le cinéma, tu te dis, putain, même si ça
ça marche vraiment. Regarde, j'ai fait mine de rien sur les mines où les mecs qui reprend une mine de charbon et il en fait une ancienne mine de charbon, ils ont fait un parc d'attractions. J'avais dit oui il y a 4 ans ce film-là avant de le faire parce que l'histoire me plaisait. J'avais dit tiens c'est beau cette histoire, je trouve ça joli et je savais que le film ne serait pas un succès populaire, tu vois, mais j'avais envie de le faire. Bah voilà, je me dis est-ce que t'es fier de raconter cette histoire. Faut être fier de ces films. Pour l'instant, c'est ce qui reste au bout du bout après. Parce que beaucoup de gens pensent que ils font pour le pognon. Il y en a qui le font, je les connais. Hein. Il y en a qui le font pour le blé et qui le font pour se dire ah merci, ils nous laissent cette petite place. Ah, ils sont super gentils. Ouais, c'est cool. Et en fait, bah, faut pas oublier que le film a aussi un historique. Et c'est ce qui fait ta carrière aussi. C'est que plus tard, merci messieurs. C'est que plus tard, en fait, tu peux comment dire avoir un moment de creux et un film. Les gens être fiers et dire putain. Il était bien dans ce film, hein, et qu'un producteur te revoit dans ce film-là en te disant « Zénith, t'es bien, j'ai revu un film avec eux, il est bien ce mec ». Donc ça a une histoire et ça fait partie de ta carrière. C'est chouette que tu y penses. Bah ouais, c'est important quoi, je pense. Ouais. Je pense, voilà quoi. Non, c'est formidable, écoute. Ouais, fais des petits peu. Et attends. Vas-y. Non, tu voulais dire. Non, vas-y. Il paraît que tu fais des bruits de moteur. Ouais, nous l'a fait un petit peu. Ouais, la voiture c'est. C'est exactement le bruit de voiture. Tu vois. Puis après t'as la Harley, c'était un peu, mais je le fais moins bien la Harley parce que c'est dur la Harley, mais c'est. Après, t'as la Formule 1. C'est la meilleure fin qu'on ait jamais eue. C'est Philippe, c'est la première fois que je l'entends rigoler de derrière. Et avoir les oreilles qui saignent. Philippe, t'as un son qui est derrière. Alors, c'était pas Philippe, parce que Philippe, il est super chouette. Un autre ingénieur de son qui s'est endormi. Ah bon? Vous l'entendez ronfler? Ah oui, on l'entendait. Ah oui, je te jure, c'est vrai. Vous l'avez viré? Oh bah oui. Ah ouais. Fais-le tourner dans une Smart, tu vas voir, le mec va pas s'endormir. Fais ça dans une Smart, il va pas dormir derrière, je te le dis. Merci beaucoup. C'est moi les gars. C'était vraiment très chouette. Merci de m'avoir fait visiter Paris, je connaissais pas. On repart. C'est pas mal. Chouette bon moment. Merci. Si vous avez aimé, vous nous laissez un petit pouce bleu, le petit commentaire, tout ce qui va bien. Et on a un truc qui est bizarre, c'est quand on finit une vidéo, on a habitué notre audience à faire ça et c'est eux qui nous demandent. La bise à mamie. La bise à mamie on fait? Ouais, on fait tout le temps comme ça. Un jour, tu sais, ça nous est venu genre salut, au par revoir, hasard, la bise à mamie. Et tout le monde l'a repris. D'accord. Et on l'a plus dit et ils ont dit vous dites plus la bise à mamie. Ah bah on y va alors, vas-y. Allez, la bise à mamie, à très vite. La bise à mamie. À bientôt les amis. Merci beaucoup. Merci les gars. On a passé, écoute, on n'a jamais autant ri.